Patrimoine faisant partie de notre héritage culturel, elle joue un rôle essentiel dans l'établissement de notre identité. Nous qui sommes de la diaspora, on est souvent partagés quant à sa transmission à notre descendance. Bienvenue sur Reflet Diaspora TV. L'apprentissage de nos langues maternelles à nos enfants, sujet qui divise au sein de la diaspora africaine, est-ce vraiment une bonne chose? Pour apprendre davantage sur le sujet, je reçois sur ce plateau Madame Aminata Bouneh Konaté, qui est cadre de l'éducation nationale française, et Monsieur Idrissa Konté, qui est fondateur de Afrilang. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je vais commencer par vous, Madame Konaté. C'est quoi une langue maternelle? Une langue maternelle, c'est la langue transmise par les parents. Mais il s'avère que dans notre cas, moi je considère que j'ai deux langues maternelles. J'ai la langue qui est transmise par mes parents, mais également la langue que j'ai entendue depuis ma naissance, qui est la langue dans l'environnement dans lequel je vis, qui est également ma langue française. Et Monsieur Konté? Comme Madame Konaté l'a si bien dit, effectivement, donc c'est une langue maternelle, donc c'est une langue transmise par nos parents. Alors, d'ailleurs, c'est assez intéressant donc de parler du côté maternel parce que culturellement chez nous, donc du coup, on dirait plutôt la langue paternelle. La langue n'est pas maternelle, même si bien évidemment donc ce sont nos mamans qui transmettent le plus souvent donc celle-ci. Mais c'est vrai que ce soit en bambara ou dans d'autres langues, on dira fakan en bambara ou bien fabankane, donc du coup en soninké. Donc c'est une langue qui est transmise par nos parents donc afin de pérenniser un peu nos identités multiples qu'elles sont. Et pourquoi on doit apprendre cette langue à nos enfants? Alors, d'abord, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la langue, en fait, c'est l'élément le plus important de l'identité d'une personne. Donc, ça nous permet déjà donc, de façonner notre façon de penser le monde, notre façon de voir le monde. Et donc, du coup, il est important, donc, où que l'on soit, que l'on puisse transmettre notre langue à nos enfants. Bon, nous, en Afrique, on a beaucoup de chance parce que nous vivons dans un environnement multilingue où, par défaut, donc, nous parlons tous au moins deux langues. Moi, je suis soninké de base, mais j'ai grandi donc du coup dans la ville de Kay, très belle ville, même s'il fait un peu chaud. Mais on a toujours échangé donc avec nos amis et nos parents, nos camarades, en fait, en bambara. Mais avec les parents, plutôt, donc, on gardait donc le soninké et le français donc, qui était parlé donc, à l'école. Donc, c'est important donc, voilà, de vivre en fait, dans ce bain linguistique en fait, et surtout d'acquérir les compétences linguistiques qui nous servent beaucoup, beaucoup, beaucoup donc, dans un monde de plus en plus, on va dire, dans un monde qui devient de plus en plus un village au final. Voilà, un monde mondialisé, quoi. Et justement, nous qui sommes de la diaspora, est-ce qu'il y a une méthodologie bien spécifique pour apprendre à nos enfants nos langues? Alors, là, par rapport aux langues africaines dans la diaspora, il y a beaucoup de problématiques parce que ici, donc, on est dans une société où malheureusement, donc, du coup, on n'a pas beaucoup de temps. C'est une des difficultés majeures que moi je vois donc du coup par rapport aux parents pour la transmission de leur langue parce que beaucoup aimeraient le faire mais ils n'ont pas le temps pour le faire et malheureusement il n'y a pas non plus de structures en fait voilà qui peuvent les accompagner donc dans ce sens-là donc bon maintenant la tendance commence à s'inverser un tout petit peu mais il y a vraiment beaucoup à faire encore mais l'espoir est permis bien évidemment. Ok, Madame Konaté. Qu'est-ce que vous pensez de la méthodologie? Avant de parler de la méthodologie, tout à l'heure, vous disiez pourquoi est-ce qu'il était important justement de transmettre la langue. Moi, je crois que la langue, c'est d'abord un vecteur de communication. Pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir échanger, il faut qu'on ait en commun la langue. Si on n'a pas la langue en commun, c'est très compliqué. Dans mon cas, pour une enfant malienne née en France, je suis franco-malienne, soninké. Pour pouvoir être en interaction avec mes parents, heureusement qu'on avait cette langue en commun parce que nos histoires n'étaient pas les mêmes. Eux, ils sont nés au Mali, ils ont grandi au Mali avec une histoire purement malienne. Moi, je suis née en France avec une histoire franco-malienne. Donc, le vecteur, c'était la langue. S'il n'y avait pas eu cette langue, on aurait été des étrangers les uns pour les autres. Donc, à la base, la langue, elle sert d'abord de communication. Et ensuite, comme l'a dit si bien Idrissa pour moi, c'est aussi ce vecteur qui nous permet de préserver notre identité, de savoir qui nous sommes, d'où on vient, de conserver cet héritage historique pour qu'on puisse le pérenniser.
Et c'est la langue qui perpétue tout ça. De toute façon, c'est quelque chose de très universel. Que ce soit en Afrique ou ailleurs, ce vecteur d'histoire, de ce qu'on est, d'essence même de l'humanité, c'est la langue. Si on ne l'a pas, ça ne fonctionne pas. Pour en venir à la méthodologie, je ne sais pas s'il y a une méthodologie propre, puisque la langue, quand on l'apprend, elle est innée en fait. Elle est transmise, on l'entend depuis qu'on est petit. On nous dit souvent que l'apprentissage, c'est dans la répétition. Et peut-être qu'à force d'entendre cette langue, et bien, finalement, on l'a intégrée. Mais moi, je me souviens en tout cas d'une méthode de mon papa, paix à son âme, et je le remercierai jamais assez de nous avoir transmis cette langue qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'est que quand on rentrait à la maison, il nous obligeait à parler soninké, et il nous disait, vous êtes déjà des Français, donc il est impératif que vous soyez également des soninké, et c'est à la maison que ça se passe. Oui, justement, je pense que cet apprentissage, ça commence depuis que, d'après ce que j'ai pu comprendre, que ça commence depuis que l'enfant est dans le ventre de la maman. Le fait que aux alentours, et l'enfant entend, le bébé entend la maman parler, le papa parler. Depuis cette période-là, en fait, ils arrivent à s'imprégner, en fait, dans la langue. Alors les scientifiques le disent clairement, oui, l'enfant quand il est dans le ventre de la maman, toutes les interactions autour, que ce soit les langues, que ce soit les bruits, que ce soit ce qui se passe autour, ce sont des choses qu'il vit. Donc ça ce sont des réalités, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'une fois que l'enfant est né, il y ait quand même cette volonté de l'accompagner dans cet apprentissage. Et cette volonté, pour nous, elle est passée par à la maison, vous parlerez que soninké. Et d'ailleurs, c'est une fois qu'on a commencé à maîtriser le soninké que mon père a commencé à parler français avec nous. Il parlait très très bien français, mais quand il a vu qu'on maîtrisait le soninké, il s'est dit maintenant, je m'autorise à leur parler français. Le fait que l'enfant soit bilingue avec, ou trilingue avec les langues maternelles, est-ce que ça n'affecterait pas l'apprentissage cognitif de l'enfant, en fait, à l'école, surtout? Non, vous savez, ce sont des querelles anciennes. C'est-à-dire qu'on a une société quand même qui est en évolution, où il y a des choses qui ont été dites par le passé, qui sont contredites aujourd'hui par le présent. C'est vrai que pendant un certain temps, il a été dit que pour les enfants d'origine étrangère, il fallait privilégier la maîtrise de la langue en français, il fallait privilégier le français à la maison pour que les enfants n'aient pas de difficultés. Mais ça s'est basé sur aucune étude avérée prouvant qu'un enfant qui parle sa langue maternelle risque d'être dépossédé du français. Et puis, j'ai même envie de dire que cette querelle, elle était très discriminatoire puisqu'elle s'adressait aux enfants d'origine africaine. On ne l'a pas dit pour les enfants portugais, on ne l'a pas dit pour les enfants italiens, mais ça a souvent été dit pour les enfants d'origine maghrébine, pour les enfants de l'Afrique noire, les Maliens, les Sénégalais, les Mauritaniens. Mais moi, je peux vous dire tout de suite que, de par mon expérience, celle de ce que je suis, de par mon expérience de cadre de l'éducation nationale française, non, ça n'affecte pas. J'ai des enfants bilingues, trilingues autour de moi et ça ne pose pas de problème. Alors, je souscris totalement donc, à ce qu'elle a dit parce que même nous qui sommes nés au pays, parce que c'est mon cas, donc j'ai grandi là-bas, donc nous sommes la preuve vivante que ça n'affecte absolument pas, parce que par défaut, comme je le disais, on est tous au moins bilingues en Afrique, on parle tous au moins deux langues, et on parle aussi des langues étrangères, parce que bon, le français, pour un Malien, c'est une langue étrangère, tout comme l'anglais et l'arabe. Et pour autant, donc on arrive à étudier avec ces langues, à travailler avec ces langues, donc sans pour autant être totalement impacté. Il y a des impacts, donc du coup, dans une certaine mesure par rapport à l'acquisition réelle des connaissances. Ça, c'est une autre problématique. Mais effectivement, donc c'était vraiment des sujets, disons, enfin des vieux sujets, donc du coup, qu'il faut inscrire dans un contexte historique et politique bien déterminé. Aujourd'hui, donc du coup, il y a plusieurs études qui prouvent totalement, donc le contraire, le bénéfice en fait pour un enfant, donc d'apprendre déjà donc dans sa langue, d'être bilingue ou trilingue, donc du coup, par rapport enfin, justement à son développement cognitif personnel et tout ce qui accompagne cela. Donc, il n'y a pas d'affect par rapport à cela. Ce n'est que des bénéfices. Ok. Et surtout sur l'importance de la langue maternelle sur l'identité de l'enfant. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Alors, c'est très important la transmission. Pour plusieurs raisons, parce que on peut constater justement donc par rapport à la diaspora,
parfois, effectivement, on peut avoir des enfants en fait, qui ne connaissent pas ou qui ne comprennent pas encore en fait, pourquoi il est important d'apprendre leur langue. Bon, malheureusement, donc du coup, parfois, inconsciemment, les parents aussi jouent un rôle dans ça parce qu'on ne parle la langue la langue maternelle, que de manière négative. Un des exemples les plus frappants, souvent, c'est que parfois, quand les parents s'engueulent, ils vont s'engueuler en soninké ou en bambara. Inconsciemment, donc du coup, pour l'enfant, donc du coup, il va associer donc, le bambara ou le soninké donc, à une langue de violence, en fait, ou une langue plus ou moins agressive, même si ce n'est pas le cas. Donc du coup, le contexte, pardon, dans lequel la langue est parlée et aussi donc l'importance que les parents accordent en fait donc du coup à cette langue dans différents sujets et non pas seulement en fait sur des questions de disputes en fait mais sur des choses positives que ce soit à travers la musique à travers l'histoire en fait à travers la culture de manière générale et ça renforce en fait donc du coup l'intérêt ou ça suscite ou ça éveille la curiosité des enfants à vouloir aller vers cette langue et on peut le constater dans les familles où la langue est mise en valeur, que les enfants prennent l'initiative d'eux-mêmes, en fait, en gros, pour trouver les moyens, trouver les outils qui peuvent leur permettre, justement, en fait, d'apprendre plus sur la langue. Mais parce que quand on apprend la langue, il y a de très fortes chances qu'on soit curieux pour apprendre plus sur la culture. Et apprendre sur la culture, c'est apprendre sur soi, en fait. Et quand on apprend sur soi, on se connaît. Donc, et comme on dit en bambara, donc du coup, connaître le cheval, c'est bien. Connaître l'arbre, c'est bien, mais la meilleure connaissance, c'est la connaissance de soi. Oui, mais il y en a qui disent aussi que que ça sert à rien d'apprendre nos langues maternelles à nos enfants que parce que sur le plan international, ça n'a aucun poids. Alors là, la transition, elle est toute trouvée. Ouais. Et puis, vous savez, le poids international de nos langues sera le poids que nous leur donnerons, tout simplement. Dire ça revient à dire que sur le plan international, nous ne valons rien. C'est nier notre identité, nier notre existence, nier ce que nous sommes. Et moi, je suis contre ça, je m'inscris en faux, mais totalement en faux. Nos langues maternelles, notamment les langues africaines, l'Afrique a énormément apporté à l'humanité, de par son histoire, culturellement, historiquement et économiquement. Parce que économiquement, l'Afrique a construit énormément de pays aujourd'hui qui sont dits les pays les plus développés. Sans l'Afrique, ils ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc les personnes qui disent ça, ce sont des gens qui, pour moi, se tirent une balle dans le pied, premièrement, et deuxièmement, n'aident pas la cause. Par contre, ce que je dis souvent, c'est, je souscris tout à fait à ce qu'Idrissa disait, il faut se connaître pour savoir où on va aller. Et ça, c'est très important. La langue, c'est fondamental pour savoir qui nous sommes. Je parle, donc je suis. Si je ne sais pas qui je sais, je ne peux pas prétendre être soninké. Parce qu'être soninké, ce n'est pas que la langue, c'est aussi toute mon histoire. C'est savoir qui sont mes parents, d'où ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que mes ancêtres ont fait, qu'avons-nous posé comme acte. C'est ça, en fait, notre identité. Et tout ça, ce dérivé-là, il vient de la langue et de tout ce qu'on va pouvoir véhiculer à travers la langue. Aujourd'hui, cette histoire, elle se pose pour les Africains parce qu'aujourd'hui, les Africains sont en quête d'une réalité historique. Cette réalité historique qu'on nous a niée, parce qu'elle a été racontée par d'autres. Il est souvent dit dans certains proverbes africains que lorsque l'histoire est racontée par le chasseur, la part du lion, elle est toujours moindre. Voilà, il se fait toujours la part belle. Et pendant longtemps, l'histoire des Africains, elle a toujours été racontée par d'autres. Aujourd'hui, il est temps que les Africains racontent leur propre histoire, et ça passe par leur langue propre et maternelle, pour pouvoir compter qui ils sont, et ensuite la traduire, pourquoi pas, mais partir de l'original pour aller vers les autres langues. Parce que c'est ce que les autres ont fait, donc il est hors de question que nous ne le fassions pas. Sur le plan international, vous avez évoqué ce mot-là, il est important de dire que cette hégémonie des langues, elle est liée aussi à toute l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Ce sont ceux qui ont plus ou moins été les envahisseurs, qui ont imposé leur langue d'ailleurs, ils ont commencé par imposer leur langue. En imposant la langue, on nie l'identité de l'autre. On gomme l'autre, on gomme l'histoire de l'autre. Et en réactualisant les langues, en remettant les langues au goût de l'actualité, en disant aux jeunes, aujourd'hui, tu as beau être franco-malien, franco-sénégalais, franco-camerounais, tu as une langue qui, comme tu disais si bien, n'est pas la langue du Cameroun ou du Mali, mais c'est ta langue qui est le soninké, le bambara, le peul, qui sont plusieurs langues qui composent un pays. En fait, pour ajouter quelques éléments donc, par rapport à ce qu'elle a dit, en fait, la question
du rôle en fait, des langues africaines donc, au niveau international, elle se pose fondamentalement parce que malheureusement, donc, nos dirigeants donc, n'ont pas vraiment donc, pris la peine de mener donc, du coup, des politiques allant dans ce sens-là. Euh, L'un des exemples, en fait, qui, moi, personnellement, enfin, ça me choque un peu, parce que quand on prend le Mali, donc, du coup, qu'on considère comme un pays francophone, et quand on sait que le français n'est parlé que par à peu près 10-15% de la population malienne, c'est un vrai problème. Parce que déjà intérieurement, même dans nos pays, donc du coup, on exclut nos populations, donc du coup, dans la prise de décision, dans la gestion, en fait, ouais, donc du coup, de la cité. Parce qu'un citoyen éclairé, c'est un citoyen qui a accès à l'information concernant la gestion en fait, de la cité et quelqu'un qui a accès à l'information, donc du coup, c'est un décideur, c'est un acteur. Ça commence par ça d'abord. Quand on sort de nos pays, on peut aller sur le plan sous-régional. Là. Donc, du coup, bon, on peut prendre, par exemple, côté Afrique de l'Ouest, d'où nous sommes originaires. Donc, on a l'exemple du Mandinka, donc, dont la principale langue qui est le Bambara, qu'on peut retrouver partout, donc, avec des variantes, etc. Et tout ça, donc, du coup, nous ramène en fait, à la question suivante. Qu'est-ce que l'on fait pour apporter donc, une influence culturelle? Parce que la langue, c'est aussi ça. Quand on voit les alliances françaises à l'international, ça participe justement donc du coup à ça. C'est un soft power qui est puissant. Quand on voit les instituts Confucius, donc pour le mandarin, c'est un élément en fait donc d'influence culturelle important parce que lorsqu'on arrive en fait à faire en sorte que quelqu'un parle notre langue, la personne va penser comme nous, va voir le monde comme nous, et ce n'est plus un adversaire, mais il devient un partenaire, donc du coup, parce que c'est ça aussi le poids de la langue. Lorsque l'on parle la langue de quelqu'un, donc du coup, on pense en fait comme cette personne. On voit la réalité du monde comme cette personne. Et c'est là où c'est vraiment important. Il y a en fait donc voilà des initiatives encourageantes parce que bon, la Calan donc du coup mène de plus en plus donc des politiques un peu dans ce sens-là, mais donc malheureusement donc si on prend la question de l'inclusion des langues africaines sur le plan numérique, sur Internet, le chantier est quasi nul. Je voulais juste souligner un petit point. En fait, pour que on puisse mettre tout ça en place, il faut que la nouvelle génération aussi soit consciente de cela. Parce qu'il y a pas mal, surtout au sein de la diaspora, il y a beaucoup d'enfants qui pensent que parler de sa langue maternelle, c'est une honte. Ils ont honte, en fait, de parler devant les camarades à l'école. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Alors, par rapport à ça, je crois qu'il y a un faux procès quand même qui est fait aux jeunes de la diaspora. C'est-à-dire que, à mon époque, oui, on pouvait dire que ça existait. Aujourd'hui, cette troisième génération, justement, elle est en quête de cette identité et elle le revendique beaucoup plus que nous le revendiquions avant. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus conscients des enjeux de ce monde aujourd'hui. Et ils ont conscience justement que la langue, ce vecteur identitaire, il est puissant. Et ils s'en imprègnent en disant « je ne suis pas que franco-malien, je suis aussi ça parce que ». Et ils le revendiquent beaucoup plus facilement. Pour revenir à ce que vous disiez, on l'entend aujourd'hui sur le plan culturel, que ce soit les chanteurs. Pour le soninké, aujourd'hui, il y a énormément de mots soninké aujourd'hui qui rentrent dans le Larousse, comme Igo, qu'on entend chez tous les rappeurs, ce ne sont pas que des soninké qui l'utilisent. Dans les quartiers, ce sont des mots qui sont répandus. Des fois, je me retourne et puis je me rends compte que ce n'est pas un Mamadou ou un Faudier qui est en train de parler, mais c'est plus un Stéphane ou un Mohamed. Donc, vous voyez, ils arrivent quand même à imposer cette identité qui est la leur. Maintenant, là où il y a un travail puissant qu'il faut qu'on fasse dans les réseaux sociaux, comme disait Idrissa tout à l'heure, sur les réseaux sociaux ou tous les outils de communication que nous avons, c'est utiliser ces réseaux-là pour connecter un maximum de personnes et permettre à ceux qui sont un petit peu en retard dans cet apprentissage de la langue de pouvoir justement l'acquérir. Et ça passe, je pense, il en parlera des outils qu'il a, mais ça passe également par la promotion de la langue internationale soninké maintenant qu'on aura le 25 septembre
pour la première année en 2024. Ça passe par des outils comme le Festival international Soninké, qui en est à sa 8e édition bientôt en Côte d'Ivoire, où au départ, on était sur des versants culturels, mais pas aussi poussés. Aujourd'hui, il y a énormément de conférences, il y a des linguistes qui viennent. Nous avons des jeunes de la 2e et de la 3e génération qui viennent se produire à travers ce qu'ils font, que ce soit sur le plan culturel ou ce qu'ils ont réussi à faire. Donc ça veut dire que moi, je crois que cette génération aujourd'hui, elle en est consciente. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, nous, quand on recrute les assistants d'éducation dans le travail que je fais, il n'est pas rare de voir sur le CV langue, Soninké, Bambara, Wolof. Avant, ils ne le mettaient pas. Donc, ils ont compris l'importance. Justement, on a parlé de support. Oui. Donc, je vois que vous nous avez amené quelques cadeaux. Si, voilà, vous pouvez les présenter à nos téléspectateurs. Pour compléter donc ce qu'elle disait, oui, avant effectivement donc les gens pouvaient avoir honte donc de parler leur langue maternelle parce que malheureusement donc du coup c'est aussi lié au poids de l'histoire parce que pendant la période coloniale, la première chose qu'on a imposée donc qu'on a imposé donc à nos grands-parents, donc c'était l'interdiction de parler leur langue. Même nous qui n'avons pas vécu la colonisation, nous avons vécu cela parce que à l'époque, quand j'étais en primaire, on nous donnait le petit bois donc qu'on appelait les symboles à l'époque. Quand on parlait donc le bambara ou le soninké donc dans la cour de l'école, nous avons connu tout ça et c'est vrai donc oui. Pendant cette époque-là, même nous, on pouvait avoir honte de parler nos langues, en fait, parce que donc on subissait donc une brimade et on devait payer même une amende pour avoir parlé. Ah oui, parce que c'est lui qui avait exactement, parce que c'est lui qui avait le bout de bois, donc à la fin de journée, devait payer 25 francs CFA, voire 50 francs CFA. Et ça, nous, on l'a connu malheureusement. J'allais demander ce que c'était que ce bout de bois. Ouais, exactement, on l'appelait le symbole, donc du coup. Sa langue maternelle. Donc du coup, c'était une autre époque. Alors après, je pense que maintenant, donc ça a complètement changé. Nous, on le voit donc parce qu'il y a une dynamique quand même par rapport aux enfants de la diaspora qui s'intéressent de plus en plus à l'apprentissage de leur langue. Alors bien évidemment, donc la problématique qui peut freiner donc cela, donc c'est l'inexistence de ressources suffisantes donc voilà pour vraiment donc donner plus de dynamisme à cela. Après nous on essaye, c'est pas évident donc du coup effectivement on propose des cours de langue africaine en ligne. On les fait depuis une dizaine d'années maintenant donc parce qu'on a commencé on va dire officiellement donc depuis 2014 même si en 2012 moi je les faisais déjà par le biais des associations. Mais de plus en plus, on voit en fait des jeunes nés ici qui veulent tout à fait donc se connecter donc à leurs origines donc du coup et dans cette quête identitaire donc ils s'intéressent à leur langue et ils les apprennent de plus en plus. Alors donc le gros travail qu'on a à faire c'est de leur proposer des outils pédagogiques justement pour faciliter ce travail-là. Après nous on le fait un peu à notre niveau parce que c'est pas assez. Parce qu'on pourrait faire beaucoup plus si on a beaucoup plus de moyens. Mais voilà, on le fait à travers une plateforme d'apprentissage de langue où chacun peut apprendre la langue africaine de son choix. Pour l'instant, c'est limité à une quinzaine de langues. Parce que malheureusement, il y a plus, on n'a pas suffisamment de moyens pour intégrer les plus de 2000 langues africaines. on voudrait bien. J'espère que les autorités vont réagir. Donc ça, c'est vraiment la langue fait partie de la culture et la culture, où qu'elle soit, c'est les parents pauvres des politiques, c'est le parent pauvre des autorités. Donc, non, après, en fait, je pense pas que ce soit nécessaire d'attendre l'appui des autorités pour le faire. Bon, après, comme le lancement n'a pas attendu les autorités, ils peuvent quand même soutenir le projet pour le propulser en avant. Ah oui, bien sûr. En fait, après, s'il y a un soutien, donc nous, on dit oui, complètement. Mais en fait, il faut pas, à mon avis, ça c'est une des problématiques en fait à laquelle on doit faire face ici. Il ne faut pas tout attendre des autorités. Chacun, en fait, à notre niveau, individuellement, donc on doit pouvoir en fait apporter notre pierre à l'édifice. Et nous, on le fait un peu à travers l'édition de livres, on le fait donc à travers la traduction et l'interprétation, parce que c'est aussi ça. Permettre à nos parents qui vivent ici donc de pouvoir se faire comprendre lorsqu'ils ont affaire donc du coup aux différentes institutions donc françaises. Donc c'est une autre problématique. Donc les livres, donc les sites internet, les applications mobiles peuvent contribuer un peu à cela.
Ok. Vous aviez quelque chose à rajouter? Pour compléter ce que disait Idrissa, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la deuxième génération, du moins la diaspora, a compris même l'enjeu entrepreneurial de la culture linguistique. Parce que là, c'est une entreprise Afrilang, mais lorsque je fais des foires ou des choses comme ça, il n'est pas rare de voir que des jeux purement occidentaux soient traduits. Le jeu de cette famille, par exemple, il est traduit avec nos cultures, avec nos noms de famille, avec voilà, tout ça, ça concourt justement à cet apprentissage de la culture, de l'identité, de qui nous sommes. Et il y en a de plus en plus. Il y a des dessins animés aujourd'hui qui sont traduits dans nos différentes langues d'origine. Tout ça, c'est fait par des jeunes de la diaspora qui ont compris non seulement cette importance et cette pédagogie nécessaire et ces outils qu'il faut véhiculer autour et qui s'en imprègnent, qui s'en saisissent et qui en font justement un vecteur entrepreneurial fort. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Là où l'État peut nous aider, utilisez les outils existants. Intégrez-les dans vos programmes. On ne demande pas d'injecter de l'argent. On dit de se saisir de l'existant. Au lieu d'aller chercher des bouquins ailleurs, on a des gens qui font des choses intéressantes, qui font la promotion des langues. Utilisez les outils qui existent. Voilà l'appel qu'on lance à l'État malien. Idrissa Kanté, je veux vous demander de nous présenter vite fait quelques supports que vous nous avez. Alors oui, effectivement, c'est quelques livres en fait donc qu'on a eu donc disons donc à publier donc dernièrement, parce que c'est des livres en fait qui sont destinés donc à des enfants. Bon là c'est un tout dernier donc qu'on a fait donc sur tout ce qui concerne les aliments donc en bambara, soninké, peul, wolof, etc. Et après, il y a en fait chaque bouquin est destiné à une langue, c'est ça? Ben, en fait, comme en fait, il y a, bon, quand on prend la diaspora, donc c'est un peu représentatif du continent. Donc l'idée qu'on a, c'est de faire des outils pour qu'ils soient disponibles dans le maximum de langues africaines possibles. Et c'est pourquoi à chaque fois qu'on fait un livre, donc du coup, on va le traduire en bambara, en soninké, en peul, en douala, en lingala, en fongbe du Bénin, en Soussou, etc., ou bien en Moré du Burkina ou Sango de Centrafrique. Parce que moi, j'ai pas forcément donc j'ai pas envie de me limiter donc à mes langues ouest africaines ou soninké seulement. Parce que le travail de promotion des langues, en fait, elle ne concerne pas que le bambara ou que le soninké. Et malheureusement, c'est pratiquement toutes les langues africaines. Et pour qu'on puisse réellement en fait avoir un impact, donc il faudrait aller plus dans ce sens-là, produire, parce que malheureusement, il n'y a vraiment pas trop d'outils, même quand les gens veulent apprendre. Accéder à des outils pédagogiques, ça reste quand même un vrai frein. Et quelque part, donc du coup, même si la diaspora donc veut apprendre, s'ils n'ont pas les outils qu'il faut, parce que parfois les familles ils essaient de les transmettre, mais il n'y a pas de cadre en fait, voilà, pédagogique en fait approprié pour le faire, ou bien ils n'ont pas forcément les outils et surtout la patience, la patience nécessaire pour le faire. Et donc c'est pourquoi il est important que l'on produise donc des outils pédagogiques et que ces outils soient accessibles dans le maximum de langues africaines possibles. Bon, là, c'est un échantillon des livres en fait, que l'on fait. On fait des magazines aussi pour faire découvrir en fait, des pays d'Afrique à des enfants. Des jeux de cartes aussi, donc on doit en sortir donc, normalement cette année. Voilà, il faudrait qu'il y ait plus d'outils dans la palette en fait, ouais, donc, des outils pédagogiques, on va dire. On arrive vers la fin de cette édition. Quels sont vos mots de la fin? Je vais commencer par vous. Je ne sais pas si c'est un mot de la fin ou un mot de commencement, parce que quand je vois tout ce qui a été fait et puis cet attrait et cet intérêt pour la langue, ce serait un mot de commencement. Et je dirais, les choses sont en marche, il faut les accompagner. Il faut les accompagner chacun à son niveau. Donc les familles, continuez à parler vos langues d'origine à vos enfants. C'est une richesse supplémentaire, ce n'est pas un déficit. Ça, c'est la première des choses, et là, je m'adresse aux familles. Après, j'ai envie de dire également que lorsqu'on arrive dans un pays, nos parents, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont fait profil bas. Nous sommes ici, moi je suis née ici, j'ai grandi ici, donc j'utilise l'autre versant, je ne fais pas profil bas, je montre ma richesse culturelle qui est composée des différents pays qui me composent, et je crois qu'il est important de les utiliser à tous les niveaux. Au sein de l'éducation nationale, nous militons aujourd'hui pour que le soninké soit au bac. C'est pas pour rien.
c'est pour valoriser justement ces langues-là et dire à nos jeunes, justement, ce plus que tu as, c'est le moment de le valoriser, montre-le, montre ton savoir-faire. Et je crois que dans toutes les langues, il faut que chacun fasse ce travail-là. Aujourd'hui, il y a la Journée internationale de la langue soninké qui est une victoire, mais c'est uniquement la 2e langue africaine qui a sa journée internationale à l'UNESCO. C'est une aberration. Et c'est pour ça que je parle de commencement. Pour nous, c'est un début, c'est une porte ouverte. J'insiste pour que les autres langues aussi fassent de même, pour qu'on soit nombreux à nous imposer. Parce que s'imposer, c'est imposer son identité, c'est pas écraser l'autre. C'est dire simplement, je n'accepte pas que tu m'écrases, j'existe autant que toi. C'est le seul message qu'on veut faire passer. Et ce sont des messages pacifiques. Les personnes qui craignent, ce sont des personnes qui ne sont peut-être pas très droites dans leur tête, parce que à partir du moment où on ne nie pas l'autre, l'autre n'a pas vocation à vous nier non plus. Merci. Monsieur Conté. Elle a tout résumé. Donc, du coup, non, ce que l'on peut dire, effectivement, donc, par rapport donc, à nos langues, il y a eu beaucoup de choses faites par le passé. Et malheureusement, donc, la question en fait, de l'accessibilité ou de la visibilité, concernant les travaux réalisés, est un vrai enjeu. Parce que parfois, on a tendance à penser qu'il n'y a pas de ressources, en fait, ou il n'y a pas de littérature. Alors, c'est le cas dans certaines langues, mais dans d'autres, en fait, ce n'est pas totalement le cas. Les outils sont disponibles. Parfois, donc, c'est comment les rendre accessibles, en fait, comment les rendre visibles. Et ça, malheureusement, il y a un vrai travail donc, du coup, à faire par rapport à ça. Un autre point sur lequel donc, on doit vraiment travailler sans attendre forcément en fait, l'aide de l'État ou de nos États. Parce que pour moi, l'État doit venir en, fait, en appui. Enfin, il doit faire certaines choses. Bon, voilà. Donc, mais s'il ne le fait pas, si on sait les défis auxquels nos pays sont confrontés, on peut quelque part leur pardonner donc du coup un certain retard en fait, donc en termes d'investissement par rapport à certains sujets plus que d'autres, parce que je pense à la question sécuritaire quand même qui est prioritaire donc par rapport à tout le reste. Donc du coup, nous de notre côté, individuellement, donc on doit tous au moins donc aller dans ce sens-là. Soit on le fait nous-mêmes, ou bien si on peut pas le faire, on peut tout simplement soutenir en fait les acteurs qui font ça, parce que des projets sur des langues africaines, il y en a eu des centaines. Et pourquoi ces projets n'aboutissent pas? Tout simplement parce que il y a par moment en fait la question économique en fait qui vient en fait parce que quand on n'a pas le soutien financier, parce que produire un livre, c'est cher, parce que c'est au-delà de la production intellectuelle, mais c'est quand on veut faire un livre qui répond aux normes en fait, des enfants d'ici, parce que c'est ça aussi. Donc du coup, il faut des belles illustrations, donc du coup, de la bonne qualité de papier, et ça, c'est vrai que ça coûte cher, et même de la distribution au final, parce que sortir un livre, c'est bien, mais le travail commence en fait à partir du moment où le livre est sorti. Comment faire pour diffuser, distribuer donc ces livres-là? Chacun d'entre nous donc peut contribuer dans une partie de la chaîne en fait. Donc du coup, soit en achetant soi-même, ou bien donc du coup du moins en partageant, ou du moins en mettant en lien avec des acteurs pouvant faciliter cela. Donc c'est un peu ça, il y a beaucoup à faire, mais tout n'est pas négatif non plus. Donc du coup, il y a de belles initiatives autour des langues africaines de plus en plus, et encourageons cela donc, et soutenons donc les acteurs. L'apprentissage de nos langues maternelles à nos enfants au sein de la diaspora, c'était le thème de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai reçu sur ce plateau M. Idrissa Conté, qui est fondateur de Afrique Langue, et Mme Konaté Aminata Bouné, qui est cadre de l'éducation nationale française. C'était tout pour notre émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur le Reflet Diaspora TV.